Le comte de Valmont pensait que les cochons feraient disparaître son secret pour toujours. Il y a 10 ans, dans l'obscurité d'une nuit étouffante à Saint-Domingue, il a serré ses mains gantées autour de la gorge de son meilleur serviteur. Pourquoi? Pour un collier de diamants. Un bijou qui ne lui appartenait pas mais qu'il convoitait pour éponger ses premières dettes de jeu. Il a entendu le craquement des vertèbres, il a senti le dernier souffle, puis il a traîné le corps jusqu'à l'enclos des bêtes. Il pensait que la terre et la boue finiraient à le travail. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le passé ne reste jamais enterré, surtout quand il est mangé. 10 ans plus tard, ce n'est pas un fantôme qui va venir le hanter, c'est une assiette d'argent. Un seul banquet va transformer son palais de marbre en morgue, et tout ça commence par un oiseau qui n'aurait jamais dû être servi à table. Regardez bien cet homme, le comte de Valmont, avec sa perruque poudrée et ses manières de soie. Derrière ce masque de noblesse se cache un homme aux abois. Ses terres sont dévastées, ses esclaves meurent de faim, et les créanciers commencent à encercler son domaine comme des requins. L'île de Saint-Domingue est en pleine épidémie. La peste porcine et d'autres fièvres rampent dans les plantations, transformant la vie en un enfer de sueur et de sang. Mais Valmont a un plan pour sauver sa peau. Le gouverneur, l'homme qui décide de qui vit et de qui meurt sur cette île, arrive pour une inspection. S'il peut l'impressionner, s'il peut lui prouver que sa demeure est encore le sommet du luxe et de l'élégance, il obtiendra les faveurs et les crédits dont il a besoin. Le problème, c'est que le gouverneur est un homme particulier. C'est un hypocondriaque fini. Il a une peur bleue de la maladie, de la saleté, de la moindre trace de pourriture. Il ne boit que de l'eau bouillie et exige que chaque aliment soit d'une pureté absolue. Pour lui, Valmont a décidé de frapper fort. Il exige un banquet de faisans. Pas des poulets maigres, pas du porc suspect. Des faisans, le gibier des rois. C'est un ordre direct qu'il lance à son cuisinier, Marius. Marius, c'est l'homme qui voit tout, qui entend tout, mais qui ne dit rien. À 45 ans, il est le génie de cette cuisine sombre et humide. Ses mains sont marquées par des années de brûlures et de coupures, mais ses doigts ont la précision d'un chirurgien. Marius n'est pas un simple esclave, il est la mémoire de cette maison, et Marius n'a jamais oublié son frère, celui que le comte a étranglé 10 ans plus tôt. Il a passé une décennie à servir l'assassin de son propre sang, à préparer des plats exquis pour l'homme qui a jeté les restes de son frère au pourceau. Chaque jour, il a aiguisé ses couteaux en pensant à ce moment. Et ce jour est enfin arrivé. Le comte entre dans la cuisine, ses bottes de cuir claquant sur les dalles de pierre. L'odeur de la sueur et des épices lui soulève le cœur, mais il s'avance, le regard noir. « Marius !» aboie-t-il. « Le gouverneur sera là dans 2 jours. Je veux des faisans, les plus gras, les plus tendres. Si l'assiette n'est pas parfaite, je te ferai vendre aux mines de sel avant le lever du soleil. » Marius ne lève pas les yeux de son plan de travail. Il hache des herbes avec une régularité de métronome. Il sait qu'il n'y a plus un seul faisan sur les terres de Valmont. La sécheresse et la maladie ont tout tué. Les bois sont vides, les cages sont désertes. Mais il répond d'une voix calme, presque glaciale. « Vous aurez votre banquet, monsieur le comte. Le gouverneur n'oubliera jamais ce repas. » Le comte repart, satisfait de son propre pouvoir. Mais dès que la porte se referme, l'atmosphère dans la cuisine change. Céleste, une jeune servante qui nettoie les chaudrons dans un coin, s'approche en tremblant. Elle a vu le comte enterrer quelque chose il y a longtemps, près des cuisines. Elle sait que Marius cherche une preuve, une faille dans l'armure de ce tyran. Elle murmure à l'oreille du cuisinier que la terre a rejeté un secret. Pendant que le comte rêve de sa gloire retrouvée, Marius sort dans la nuit, vers les limites de la propriété, là où les charognards tournent en rond. C'est là qu'il le voit. Un vautour, un oiseau immonde, au cou déplumé et aux serres couvertes de fange. Ces oiseaux se nourrissent des carcasses des porcs morts de la peste, qui jonchent les champs voisins. Ils sont les porteurs de la maladie, les messagers de la mort. Pour n'importe qui, c'est une horreur. Pour Marius, c'est l'ingrédient parfait. Il capture l'oiseau avec une habileté surprenante. Ce n'est pas du gibier, c'est une arme. De retour dans la pénombre de la cuisine, Marius commence son travail macabre. Il ne plume pas l'oiseau avec le soin habituel. Il le regarde avec une sorte de satisfaction sombre. Il sait que la chair du vautour est coriace, amère, et qu'elle pue la charogne. Mais il connaît les épices. Il connaît les herbes de l'île qui peuvent masquer n'importe quelle odeur.
qui peuvent tromper le palais le plus raffiné pendant quelques instants, juste assez pour que le poison soit avalé. Il prépare une marinade de clous de girofle, de poivre long et de vin vieux, une mixture si puissante qu'elle pourrait faire passer du cuir de botte pour du filet mignon. Mais le secret ne s'arrête pas à la viande. C'est alors que Céleste entre, le visage livide. Elle tend à Marius un petit objet qu'elle a déterré près de la souche d'un vieil arbre. C'est une bague à sceau. L'or est terni, mais le blason des Valmont est encore lisible. Le comte avait perdu cette bague la nuit du meurtre. Il avait cru qu'elle était tombée dans la boue, ou pire, qu'un des cochons l'avait avalée avec les restes du frère de Marius. En réalité, elle était restée coincée dans la gorge de la victime pendant la lutte. Le corps a disparu, mais la bague est restée là, témoin silencieux d'un crime impuni. Marius prend la bague. Ses mains tremblent pour la première fois. Ce n'est pas de la peur, c'est de la rage pure. Il regarde l'oiseau de proie sur sa table. Il ouvre le gésier du vautour et d'un geste sec, il y insère la bague. Il recoue la chair avec un fil fin presque invisible. La boucle est bouclée. Le crime du comte va retourner là où il a commencé, dans un gosier. Pendant ce temps, à l'étage, le comte de Valmont s'agite. Il vérifie sa garde-robe, il fait polir l'argenterie. Il est nerveux. Il sait que sa survie dépend de ce dîner. Il ignore que dans la cave, son majordome commence à avoir des doutes. Le majordome est un homme loyal, mais il a remarqué que Marius ne va plus chercher de provisions au marché. Il l'a vu revenir des champs avec un sac qui bougeait encore, un sac qui ne contenait certainement pas des faisans de haute lignée. Il s'approche de la cuisine attiré par une odeur étrange, un mélange de parfums capiteux et de quelque chose d'organique, de lourd, de malsain. Il pousse la porte. La cuisine est plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par les braises du four. Marius est là, debout, immobile, devant une carcasse plumée. « Qu'est-ce que tu prépares, Marius ?» demande le majordome, la voix hésitante. Marius se tourne lentement, son visage est une page blanche. « Le meilleur plat de ma carrière », répond-il simplement. Le majordome s'approche, il veut soulever le linge qui couvre la viande. À ce moment précis, un cri strident déchire le silence du domaine. Un autre vautour, resté dehors, appelle son congénère. Le majordome sursaute. Marius ne cille pas. « C'est juste le vent dans les arbres, » dit-il. Le majordome hésite, puis il recule. Il a peur de Marius, mais il a encore plus peur du comte. Il préfère ne pas savoir. Il préfère croire aux mensonges, comme tout le monde dans cette maison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'arrogance aveugle toujours celui qui croit que son assiette est propre. Le comte pense qu'il peut tout acheter, tout effacer, tout consommer. Il pense que parce qu'il porte une perruque et un titre, la pourriture de ses actes ne le rattrapera jamais. La nouvelle tombe. Le gouverneur est en route. Il est déjà à l'entrée du domaine, escorté par ses gardes. Il est pâle. Il se frotte les mains avec du vinaigre pour éviter les miasmes. Il exige que tout le personnel soit examiné, que chaque recoin soit désinfecté. Il ne sait pas qu'il s'apprête à s'asseoir à une table où la mort a déjà pris sa place. Valmont l'accueille avec de grandes courbettes, lui promettant un repas comme on n'en fait plus qu'à Versailles. Il se vante de ses chasses, de ses terres généreuses, alors que tout autour d'eux, la terre meurt. Marius, dans sa cuisine, commence la cuisson. La chaleur monte. L'odeur de la marinade remplit l'espace. C'est une odeur hypnotique, presque trop forte. Sous la peau de l'oiseau malade, la bague à sceau commence à chauffer. Le métal brûlant infuse la chair corrompue. C'est le début de la fin. Le piège est tendu et le comte de Valmont est sur le point de mordre à l'hameçon de sa propre vanité. Le banquet va commencer et personne, absolument personne dans cette salle, n'est prêt pour ce qui va sortir de la gorge de ce prétendu faisan. Le gouverneur s'installe à la place d'honneur. Il regarde Valmont avec méfiance. « J'espère que votre cuisine est aussi saine que vos discours, comte, » dit-il d'un ton sec. Valmont sourit, un sourire qui ne touche pas ses yeux. « Vous n'avez rien à craindre, Excellence. Ici, nous ne servons que l'excellence. » Il fait un signe au majordome. Le premier plat arrive. Le service commence dans un silence de cathédrale, seulement troublé par le cliquetis des couverts. Dans la cuisine, Marius lâche son couteau. Le sort en est jeté. La vérité est un plat qui se mange froid, mais ce soir, elle sera servie brûlante, avec le goût de la peste. Le carrosse du gouverneur s'arrête devant le perron dans un fracas de ferraille et de poussière. Mais ce que le comte de Valmont ne voit pas,
c'est que cet attelage ressemble plus à une ambulance qu'à une voiture de dignitaire. Le gouverneur, Monsieur de Saint-Avy, descend en s'essuyant les mains avec un mouchoir imbibé de vinaigre des 4 voleurs. Il ne regarde même pas la façade de la demeure. Il regarde l'air, il regarde les mouches qui tournent, il cherche la mort du regard. Et la mort, elle est juste là, à quelques mètres, dans la cuisine de Marius, en train de mijoter dans une marmite de cuivre rouge. Le problème, c'est que le gouverneur n'est pas venu seul. Il a amené avec lui son médecin personnel, le docteur Arnaud, un homme sec comme un coup de trique qui ne croit qu'aux faits et à la propreté. Pour Valmont, c'est une catastrophe qu'il n'avait pas prévue. Son plan était simple, éblouir un politicien avec du luxe et du vin. Mais comment éblouir un homme qui a peur de respirer la même atmosphère que ses hôtes? L'atmosphère dans le grand salon devient pesante, chargée d'une tension qu'on pourrait couper au couteau. Le comte sourit, il fait de grands gestes, il parle de ses récoltes imaginaires, mais ses mains tremblent. Ses doigts cherchent nerveusement sa bague à sceau sur son index droit. Il ne la trouve pas. Il l'a perdue il y a 10 ans, et ce vide sur sa main est comme une brûlure constante. Pendant ce temps, en cuisine, Marius est en plein combat. Le vautour est une viande rebelle. Même après des heures de marinade, la chair reste sombre, filandreuse, chargée de l'amertume des charognes qu'elle a consommées. Marius doit ruser. Il utilise du sang de porc frais pour donner de la couleur, il ajoute du sucre de canne brûlée pour masquer le goût de putréfaction. Mais il y a une odeur de marécage qui remonte dès que la vapeur s'échappe de la casserole. Céleste, la petite servante, est au bord de l'évanouissement. Elle regarde Marius comme s'il était devenu un démon. « Ils vont savoir, Marius », chuchote-t-elle, les yeux écarquillés. Le médecin va sentir l'odeur du cadavre. Marius ne répond pas. Il est dans une transe froide. Dans sa tête, il revoit son frère. Il revoit le visage de ce gamin de 20 ans qui n'avait rien fait d'autre que de porter un message. Il se rappelle comment le comte l'avait accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis, juste pour justifier sa disparition. Marius sent la bague, là, cachée dans le gésier de l'oiseau qui bout. Il sait que le métal est en train de s'imprégner de la maladie. Chaque minute qui passe transforme cet objet de pouvoir en un vecteur de peste. C'est sa justice, une justice lente qui passe par l'estomac. Mais soudain, le bruit des pas résonne dans le couloir qui mène aux cuisines. Ce n'est pas le majordome. C'est le pas lourd et assuré du docteur Arnaud. Le médecin a décidé de faire une inspection surprise. Pour lui, la cuisine est le cœur de l'infection. S'il trouve une seule trace de saleté, le banquet sera annulé, le gouverneur partira et Valmont sera ruiné sur le champ. Le comte essaie de le retenir, on entend sa voix aiguë dans le couloir. « Mais docteur, je vous assure, mon cuisinier est un artiste. Vous allez le déranger dans ses créations. » Le docteur s'en moque. Il veut voir la viande. Marius a exactement 3 secondes. Il attrape un grand linge blanc, imbibé d'essence de girofle et de cannelle, et le jette sur la carcasse du vautour qu'il était en train de découper. Il pose par-dessus une corbeille de fruits tropicaux, des mangues et des ananas dont l'odeur sucrée envahit l'espace. Quand le docteur Arnaud entre, Marius est en train de piler des amandes avec un calme olympien. Le docteur renifle, il plisse les yeux, il s'approche du plan de travail. La chaleur dans la pièce est étouffante. La sueur coule sur le front de Marius, mais il ne baisse pas les yeux. « C'est quoi cette odeur, cuisinier ?» demande Arnaud, en pointant du doigt la marmite qui fume. Marius s'incline légèrement. « C'est une réduction de vin de Madère avec des baies sauvages, monsieur. C'est très fort, c'est pour accompagner le faisan des montagnes. » Le docteur s'approche de la marmite, il prend une louche. Le comte, sur le seuil de la porte, est livide. Il retient son souffle. Si le médecin goûte, s'il sent la moindre trace de viande avariée, tout s'effondre. Marius, lui, regarde le docteur droit dans les yeux. Il espère presque qu'il goûte, mais il sait que ce n'est pas encore le moment. Le piège doit se refermer devant tout le monde, pas ici, dans le secret de la cuisine. Le docteur Arnaud repose la louche. « Trop d'épices, » dit-il avec mépris. « Les épices cachent souvent la misère. Montrez-moi la pièce principale. Montrez-moi ces faisans. » Marius sent son cœur cogner contre ses côtes. La carcasse du vautour est juste là, sous le linge, avec ses pattes crochues et son cou pelé qui ne ressemble en rien à un oiseau noble. Le comte de Valmont intervient brusquement, la voix étranglée par la panique. « Docteur, le gouverneur vous attend pour le premier toast. Vous ne voudriez pas l'offenser en restant ici avec les domestiques. » C'est cette arrogance.
Ce mépris pour les domestiques qui sauve Marius à cet instant précis. Le médecin, agacé par l'insistance de Valmont, jette un dernier regard suspect sur la cuisine et finit par sortir. Le comte lance un regard de haine à Marius avant de le suivre. On sent que la pression est à son comble. Marius prend une profonde inspiration. Il retire le linge. La carcasse du vautour est là, hideuse. Il doit maintenant passer à l'étape suivante. Le dressage. Il faut que cet oiseau ressemble à un roi, alors qu'il est le prince des décharges. Mais ce que Marius ignore, c'est que le majordome, resté dans l'ombre, a tout vu. Il a vu l'oiseau sous le linge, au moment où Marius le recouvrait. Il ne sait pas que c'est un vautour, mais il sait que ce n'est pas un faisan. Il sait que c'est quelque chose de sombre, quelque chose qui n'est pas à sa place. Le majordome est un homme terrifié. Il a peur du comte, mais il commence à comprendre que Marius prépare quelque chose qui dépasse la simple fraude culinaire. Il voit Marius insérer des herbes dans les plaies de la viande. Il voit ses gestes précis, presque rituels. On dirait qu'il prépare un cadavre pour un enterrement, pas un rôti pour un gouverneur. À l'étage, dans la salle de banquet, le premier service commence. On apporte des potages, des légumes racines, des pains de maïs. Le gouverneur mange à peine. Il observe Valmont. Il sent que son hôte est sur les charbons ardents. « Vous semblez nerveux, Valmont », dit le gouverneur en triturant son verre de cristal. « Est-ce que vos affaires vont aussi mal qu'on le raconte au port ?» Valmont rit nerveusement. « Des calomnies, Excellence. Mes plantations sont les plus productives de la région. Ce banquet n'est qu'un aperçu de ma prospérité. Mais le mensonge a une limite. Et cette limite s'appelle la faim. » Le gouverneur commence à s'impatienter. Il veut le plat de résistance. Il veut ce faisan dont on lui parle depuis son arrivée. Il a besoin de reprendre des forces, dit-il, pour lutter contre les mauvais airs de l'île. Il ignore que le mauvais air est en train de prendre forme dans une assiette d'argent. Marius, dans la cuisine, prépare les plats. Il dispose la chair du vautour découpée en tranches fines pour masquer la texture sur un lit de lentilles sombres. Il recouvre le tout d'une sauce épaisse, noire comme de l'encre, faite avec du chocolat amer et du piment. Une recette qu'il a apprise de sa mère. C'est magnifique à l'œil. C'est une œuvre d'art. Mais, au centre de l'assiette destinée au comte, il place le morceau de choix. Le morceau qui contient la bague. Il sait que Valmont est un glouton. Il sait qu'il dévore sa nourriture sans réfléchir, surtout quand il est stressé. Céleste s'approche de Marius une dernière fois. Elle tient dans sa main un petit flacon d'huile de ricin. « Marius, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. S'ils tombent malades, ils sauront que c'est toi. » Marius la regarde. Dans ses yeux, il n'y a plus de peur, seulement une certitude froide. « Ce n'est pas moi qui les tue, Céleste. C'est leur propre gourmandise. C'est leur besoin de paraître. Le comte a tué mon frère pour une bague qu'il ne peut même plus porter. Ce soir, il va enfin la retrouver. » C'est alors qu'un événement imprévu se produit. Un des gardes du gouverneur entre dans la cuisine pour chercher de l'eau. Il trébuche et renverse un seau de reste, ce que Marius n'avait pas encore eu le temps de cacher. Les os du vautour, la tête chauve de l'oiseau, tout s'étale sur le sol en pierre. Le garde s'arrête net. Il regarde les débris. Il regarde Marius. Le silence qui s'installe est terrifiant. Le garde n'est pas un médecin, mais il reconnaît une tête de charognard quand il en voit une. Il ouvre la bouche pour crier. Marius ne panique pas. Il ramasse un couteau de boucher sur la table, mais il ne s'en sert pas pour frapper. Il pointe le couteau vers une bouteille de rhum très vieux, une bouteille que le comte garde pour les grandes occasions. « Le comte ne vous en donnera jamais, » dit Marius d'une voix basse et traînante. « Prenez-la. On dira que vous étiez de corvée d'eau. » Le garde hésite. Il regarde la bouteille. Il regarde la tête du vautour, puis il regarde Marius. La corruption est partout sur cette île, même dans le cœur des soldats. Le garde attrape la bouteille et disparaît dans la nuit. Marius ramasse les restes. C'était trop près. Beaucoup trop près. Mais maintenant, il n'y a plus d'obstacle. Le majordome entre avec les plateaux d'argent. Il est temps de servir. Marius regarde les assiettes partir. Il regarde le dos du majordome qui s'éloigne vers la salle de banquet. Il sait que dans 10 minutes, la vie de tout le monde dans cette maison aura basculé. Il sait que le comte va bientôt sentir quelque chose de dur sous sa dent, quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui va briller au milieu de la pourriture. Et ce que le comte ignore, c'est que le plus grand danger n'est pas le scandale,
c'est ce qui circule déjà dans son sang. Car le vautour était porteur de la peste porcine, et le premier symptôme, c'est une soif que rien ne peut étancher. Une soif qui commence maintenant. La chaleur dans la salle à manger est devenue insupportable. Ce n'est pas seulement le climat tropical de Saint-Domingue, c'est une chaleur moite, lourde, qui semble sortir des murs eux-mêmes. Le comte de Valmont s'éponge le front avec un mouchoir en dentelle déjà trempé. Il sourit, mais ses yeux sont injectés de sang. Il sent que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement le stress de la visite du gouverneur, c'est une sensation de brûlure dans ses propres entrailles, un pressentiment que la terre est en train de se dérober sous ses pieds. Mais il continue de parler. Il parle pour couvrir le silence, pour étouffer le bruit des mouches qui commencent à s'agglutiner contre les vitres, attirées par une odeur que les bougies parfumées ne parviennent plus à cacher. Le gouverneur, lui, ne parle plus. Il observe son assiette. Le plat de résistance, ce fameux faisan préparé par Marius, est devant lui. La sauce noire brille sous la lumière des chandeliers, une nappe sombre et visqueuse qui semble bouger toute seule. Le docteur Arnaud, assis à sa droite, n'a toujours pas touché à son couvert. Il a le nez plissé, les narines battantes. Il cherche l'origine de cette note aigre, cette pointe de décomposition qui traverse les effluves de cannelle et de girofle. Le problème, c'est que dans cette pièce, tout le monde a quelque chose à cacher, et l'air est saturé de mensonges. C'est à ce moment-là que le majordome, l'homme qui a servi les assiettes, craque. Ses mains tremblent si fort que le plat d'argent qu'il repose sur le buffet s'entrechoque avec un bruit métallique strident. Le son résonne comme un coup de feu dans la pièce. Le gouverneur lève les yeux, glacial. « Pourquoi tremblez-vous, mon ami ?» demande-t-il d'une voix qui n'admet aucune défaite. « Est-ce la fièvre qui vous gagne ou la culpabilité ?» Le majordome ne répond pas. Il regarde Marius, qui se tient debout dans l'embrasure de la porte, l'ombre de son grand tablier blanc se projetant sur le mur, comme un linceul. Marius ne bronche pas. À l'intérieur de lui, c'est le calme plat du cyclone. Il voit le comte de Valmont dévorer sa première bouchée. Il le regarde mâcher cette viande de vautour, cette chair nourrie de porc pestiféré, cette charogne transformée en festin. Marius ressent une satisfaction sauvage, une joie froide que seul un homme qui n'a plus rien à perdre peut éprouver. Il pense à son frère. Il pense à la façon dont Valmont a dû rire en jetant le corps au cochon. Maintenant, c'est le comte qui devient le porc. C'est lui qui ingère la mort. Mais le plan de Marius rencontre un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Le docteur Arnaud se lève brusquement. Il ne regarde pas son assiette, il regarde le comte. « Valmont, dit-il avec une autorité soudaine, regardez vos mains. » Le comte s'arrête de mâcher. Il regarde ses doigts. Des taches sombres, presque violettes, commencent à apparaître sous ses ongles. Ce sont les premiers signes de la contagion, accélérés par la chaleur et la virulence de la bactérie que le vautour portait en lui. La peste porcine ne pardonne pas, et sur un homme affaibli par le vice et le stress, elle se propage comme une traînée de poudre. Le gouverneur repousse son assiette avec dégoût. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» hurle-t-il en se levant à son tour. « Vous nous servez de la viande malade dans une maison empestée. » La panique s'installe. Le comte tente de se justifier, sa voix montant dans les aigus, mais il s'étouffe. Un morceau de viande est resté coincé dans sa gorge. Il porte les mains à son cou, le même geste que le frère de Marius avait dû faire 10 ans plus tôt. Il essaie d'avaler, de respirer, mais le morceau est dur, solide, indestructible. C'est là que tout bascule. Le gouverneur, terrifié à l'idée d'avoir été exposé à la maladie, ordonne à ses gardes de bloquer les sorties. Personne ne quitte cette pièce tant que nous ne savons pas ce qui se passe ici. Mais le docteur Arnaud est déjà en train d'examiner la viande dans l'assiette du comte. Il prend un couteau, écarte la sauce noire et expose la chair fibreuse et sombre du vautour. « Ce n'est pas du faisan, » murmure-t-il, la voix tremblante de rage et de peur. « C'est un charognard. Vous nous avez servi un oiseau de proie. » Le silence qui suit est plus lourd que la chaleur. Le comte de Valmont est en train de s'asphyxier. Son visage devient bleu, puis noir. Il se débat sur sa chaise, renversant son verre de vin rouge qui se répand sur la nappe blanche comme une mare de sang. Il regarde Marius, implorant, cherchant de l'aide auprès de l'homme qu'il a brisé, mais Marius reste immobile. Il attend. Il sait ce qui se trouve au fond de ce gosier. Il sait que le moment de vérité approche. Soudain, dans un effort désespéré, le comte est pris d'un spasme violent.
Il crache. Il vomit presque sur la table. Un objet métallique roule sur la porcelaine fine, rebondit sur l'argenterie et s'immobilise juste devant le gouverneur. C'est la bague à sceaux. Elle est couverte de bile et de résidus, mais l'or brille encore sous les bougies. Le blason des Valmont est là, maculé, mais reconnaissable entre mille. Le gouverneur ramasse l'objet avec une grimace. Il le nettoie avec son mouchoir au vinaigre. Ses yeux s'écarquillent. « Valmont, c'est votre bague à sceaux, celle que vous prétendiez avoir perdue lors d'une attaque de brigands il y a 10 ans. » Le comte, reprenant péniblement son souffle, les yeux exorbités, ne peut pas répondre. Il regarde l'objet comme s'il s'agissait d'un démon sorti de l'enfer. Marius fait alors un pas en avant. Il sort de l'ombre de la porte et entre dans la lumière vive du lustre. « Cette bague n'a pas été perdue, Excellence, » dit-il d'une voix claire, une voix qui porte tout le poids de 10 années de silence. « Elle a été volée à un mort. Elle est restée coincée dans la gorge d'un innocent que monsieur le comte a assassiné de ses propres mains. » Le choc est tel que même le docteur Arnaud recule. Céleste, qui observait la scène depuis le couloir, se met à pleurer silencieusement. La vérité est là, étalée sur la table, plus hideuse que la viande de vautour. Le comte de Valmont essaie de nier. Il essaie de dire que c'est un complot de ses esclaves, que Marius est fou. Mais les taches sur ses mains s'étendent. La maladie progresse, déformant ses traits, révélant la pourriture intérieure qui finit par sortir. « Comment cet objet s'est-il retrouvé dans ce plat ?» demande le gouverneur, dont la peur s'est transformée en une fureur froide. Marius sourit, un sourire sans aucune pitié. « Le crime revient toujours à la surface, monsieur le gouverneur. Parfois, il faut juste un oiseau qui mange les morts pour nous le ramener. » Il explique alors, devant toute l'assemblée, comment il a préparé le vautour, comment il a retrouvé la bague grâce aux indications de Céleste, et comment il a décidé que le comte avalerait littéralement sa propre trahison. Le problème pour Valmont, c'est que le gouverneur ne se soucie plus seulement du meurtre. Il se soucie de sa propre vie. Il se rend compte qu'il a peut-être mangé de la viande infectée. Il se rend compte que cette maison est un tombeau à ciel ouvert. « Garde !» crie-t-il. « Arrêtez cet homme, arrêtez le comte et brûlez cette cuisine, brûlez tout !» Mais le comte n'est déjà plus en état d'être arrêté. Il s'effondre au sol, pris de convulsions. La peste porcine combinée au choc de la révélation foudroie son système. Il rampe sur le tapis, cherchant à attraper la botte du gouverneur, mais celui-ci s'écarte avec horreur. Le puissant aristocrate, le tyran de la plantation, n'est plus qu'une masse de chair souffrante qui gémit dans la poussière. Marius regarde la scène. Il a réussi. La bague est là, la preuve est faite, et le bourreau est en train de mourir de la main de sa victime. Mais le prix à payer est lourd. Le gouverneur est un homme qui ne pardonne pas d'avoir été humilié, et Marius sait que sa propre vie ne tient plus qu'à un fil. Les gardes s'approchent donc de lui, les baïonnettes au clair. Le majordome s'est évanoui. Le docteur Arnaud tente désespérément de se faire vomir pour évacuer le danger. C'est là qu'un cri retentit à l'extérieur. Un cri de ralliement. La nouvelle du banquet, de la maladie et de la chute du comte s'est propagée dans les baraquements des esclaves. Ils ont vu les vautours tourner au-dessus de la maison toute la journée. Ils ont compris que le signe était venu. La fumée commence à monter des champs de canne à sucre. Ce n'est pas seulement le banquet qui est en train de brûler, c'est tout le système de Valmont qui est en train de s'effondrer. Marius profite de la confusion. Il jette un dernier regard au comte qui a cessé de bouger, les yeux fixés sur la bague d'or qui gît sur le sol. « Un homme finit toujours par avaler ses propres crimes, monsieur le comte, » murmure-t-il. Puis, il se tourne vers Céleste et lui fait signe de le suivre. Le chaos est leur seule chance. Le banquet de la peste vient de se transformer en une révolution, et dans la fumée et le sang, Marius sait que la justice a enfin été servie. Mais ce qu'il ignore encore, c'est si quelqu'un sortira vivant de cette nuit de cendres. Car la peste ne choisit pas ses victimes, et le vent tourne, emportant avec lui l'odeur de la mort et le secret d'un collier de diamants qui n'a pas encore livré tout son mystère. Le comte de Valmont est à terre, et personne, absolument personne, ne bouge pour lui venir en aide. L'or de sa bague brille sur la nappe, au milieu des restes de viande corrompue, mais c'est une lumière de tombeau. Le silence qui pèse sur la salle de banquet est si lourd qu'on entendrait presque le poison circuler dans les veines des invités. Le gouverneur de Saint-Avit recule, son mouchoir au vinaigre pressé contre sa bouche, ses yeux exorbités passant du cadavre de l'oiseau au visage déformé du comte. Il comprend enfin.
Il n'est pas venu pour un banquet de prestige, il est venu pour assister à une exécution. Mais ce que le gouverneur ne sait pas encore, c'est que la bague n'est que la première partie de la vérité. Le problème, c'est que dans cette maison, un crime en cache toujours un autre. Marius, debout au bout de la table, n'a pas fini son récit. Il regarde le comte qui s'agite sur le sol, les poumons sifflants, cherchant un air que la maladie lui refuse déjà. Marius fait un signe à Céleste. La jeune servante s'approche, tenant dans ses mains tremblantes un petit coffret de bois noir, encore couvert de terre fraîche. Le gouverneur hurle. « Éloignez-vous de moi, vous êtes tous infectés, garde, tuez ce cuisinier !» Les soldats hésitent. Ils voient les taches sur le visage de Valmont. Ils voient la bave qui coule de ses lèvres. La peur de la peste est plus forte que n'importe quelle consigne. Ils ne veulent pas s'approcher. Ils ne veulent pas toucher à ce chaos. Marius pose alors le coffret sur la table, juste à côté de l'assiette du gouverneur. « Le comte a tué mon frère pour ce qu'il y a là-dedans, Excellence. Regardez bien le prix d'une vie humaine dans cette plantation. » Marius ouvre le couvercle. À l'intérieur, le fameux collier de diamants que Valmont prétendait avoir perdu lors d'un naufrage. Les pierres captent la lumière des bougies, jetant des éclairs froids sur les murs de la salle. C'est le motif du meurtre. C'est la preuve que Valmont n'était pas seulement un noble ruiné, c'était un voleur et un assassin. Le collier n'avait jamais quitté la propriété. Il était enterré près de l'endroit où le corps du frère de Marius avait été jeté, comme si la terre elle-même refusait d'avaler le butin d'un tel crime. Le gouverneur regarde les diamants, puis il regarde le comte qui rampe à ses pieds. La haine remplace la peur dans ses yeux. « Valmont, vous m'avez menti sur tout. Vous avez ruiné cette terre. Vous avez assassiné vos serviteurs, et maintenant, vous essayez de m'infecter avec votre pourriture ?» Le comte de Valmont essaie d'attraper la jambe du gouverneur, un dernier geste de supplication, mais il ne récolte qu'un coup de botte en plein visage. Le noble tombe en arrière, sa perruque poudrée glissant sur le sol, révélant un crâne chauve et couvert de sueur froide. C'est là que le destin décide de frapper le coup de grâce. À l'extérieur, le cri de ralliement des esclaves devient assourdissant. Ils voient la fumée qui commence à sortir des fenêtres de la cuisine. Le feu que Marius a laissé accidentellement près des rideaux est en train de se propager. L'odeur de la viande brûlée se mélange à celle de la canne à sucre qui part en fumée. La plantation Valmont est en train de devenir un gigantesque bûcher funéraire. Le gouverneur panique totalement. « Sortons d'ici, brûlez cette maison, qu'on ne laisse rien de cette infection. » Il se rue vers la sortie, suivi de ses gardes et du docteur Arnaud, qui ne cesse de s'essuyer les mains comme s'il pouvait effacer la mort qui s'est déjà déposée sur lui. Dans leur fuite, ils bousculent les serviteurs, renversent les chandeliers. Le feu lèche maintenant les boiseries précieuses, les tableaux des ancêtres, les rideaux de soie. Le luxe de Valmont est en train de fondre. Marius reste seul un instant face au comte. Le tyran n'est plus qu'une masse de chair qui tressaute. Ses yeux sont fixés sur Marius, mais il n'y a plus de colère, seulement une terreur animale. Il sait qu'il va mourir ici dans les flammes, seul avec les fantômes de ceux qu'il a brisés. Marius ramasse la bague à seaux sur la table. Il regarde le blason une dernière fois, puis il le jette dans les braises qui commencent à envahir la pièce. « Mon frère n'a pas eu de tombe, monsieur le comte, mais vous, vous en aurez une grande. Elle se voit de toute l'île. » Marius attrape la main de Céleste. Il sait qu'ils n'ont que quelques minutes avant que le toit ne s'effondre. Ils ne prennent ni l'or, ni les diamants. Ils prennent quelque chose de bien plus précieux, les actes de propriété et les registres que Marius avait volés dans le bureau du comte la veille. Des documents qui prouvent que Valmont n'avait plus aucun droit sur ses terres et que ses dettes appartenaient maintenant à l'État. Mais surtout, ils prennent leur liberté. Ils s'échappent par l'escalier de service, celui que Marius a emprunté des milliers de fois pour porter les plats de son maître. Ils sortent dans la nuit tropicale. L'air est chargé de cendres. Devant eux, la plantation est un chaos de cris et de feux. Les esclaves ont brisé les chaînes. Ils ne cherchent pas à éteindre l'incendie. Ils le regardent faire le travail à leur place. La maison des Valmont n'est plus qu'une torche géante qui éclaire la mer des Caraïbes. Le gouverneur, déjà loin sur la route dans son carrosse, regarde par la petite fenêtre arrière. Il est terrifié. Il sait que ce qui s'est passé ce soir ne restera pas un secret. La nouvelle de la bague, du meurtre et du banquet de la peste va faire le tour de l'île. Sa propre réputation est entachée. Il a mangé à la table d'un monstre. Il passera le reste de sa vie à surveiller la moindre tache sur sa peau,
à craindre que le vautour de Marius ne finisse par avoir sa peau aussi. Quelques jours plus tard, on ne trouva que des ruines calcinées. Parmi les décombres de la salle de banquet, les enquêteurs envoyés par le port retrouvèrent un squelette tordu, les doigts encore crispés sur une nappe brûlée. Le comte de Valmont était mort comme il avait vécu, accroché à un luxe qui ne lui appartenait plus. Ils ne retrouvèrent jamais le collier de diamants. Certains disent qu'il a fondu dans l'incendie, d'autres disent que la terre l'a repris pour de bon, mais dans les montagnes bleues, loin de la côte, on raconte une autre histoire. On raconte qu'un homme aux mains marquées par le feu et une jeune femme aux yeux clairs sont arrivés dans un campement de nègres marrons. Ils n'avaient rien apporté avec eux, si ce n'est une connaissance parfaite des plantes de l'île et une haine farouche pour l'arrogance des puissants. Marius n'était plus un cuisinier d'esclaves. Il était devenu celui qui soigne, celui qui sait quelles herbes donnent la vie et lesquelles donnent la mort. L'histoire du banquet de la peste est devenue une légende à Saint-Domingue. Elle rappelle à tous ceux qui portent des perruques poudrées et des bagues à sceaux que le pouvoir n'est qu'un voile très fin posé sur la réalité. On peut posséder la terre, on peut posséder les corps, mais on ne possède jamais la vérité. Elle finit toujours par remonter, comme un morceau de métal au milieu d'un gésier. L'arrogance est une maladie qui finit toujours par dévorer celui qui la porte. Le luxe ne cache jamais l'odeur de la pourriture, et Valmont l'a appris de la pire des manières. Il a cru qu'il pouvait enterrer son passé, mais il a oublié que la terre nourrit les charognards et que les charognards finissent toujours par revenir à la table de ceux qui les ont créés. La justice est un plat qui se mange froid, certes, mais ce soir-là, elle avait le goût de la cendre et du sang. Si cette histoire de justice et de vérité vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces histoires oubliées par le temps. Dites-nous également depuis quelle ville vous nous regardez. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets les plus sombres de l'histoire.